Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre amie. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute, avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et Hands Up, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias qui forme également de futurs productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant. Pas d'IA sans data, comment la donnée s'impose comme la matière première de l'IA. Oui, les données sont le carburant de l'IA. Selon IDC, la quantité de données produites atteindra 175 zeta-octets d'ici 2025. Dans les voitures autonomes, une seule journée de conduite génère environ 4 téraoctets de données par véhicule. Les modèles d'IA utilisent ces volumes massifs pour s'entraîner et s'améliorer. Les entreprises investissent massivement dans la collecte et l'analyse de données avec un marché mondial de données évalué à 274 milliards de dollars en 2023. Pour évoquer les enjeux colossaux autour de la data, moteur de l'IA, nous recevons Louis Douroul, directeur associé de l'agence Pastel, et Sébastien Imbert, fondateur de Icaria.tech. Mais avant notre échange, place au focus IA de la semaine avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler emploi. Alors on le dit et on le répète à chaque émission maintenant, maîtriser l'IA, c'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité dans le monde professionnel actuellement. Là, tu as tellement raison. Aujourd'hui, le monde du travail change plus rapidement que jamais. Et l'exemple de Copilot est flagrant. Microsoft, en introduisant le concept de chat business, nous permet de maîtriser entièrement la suite Office par le biais d'un simple dialogue avec les logiciels. Et cela change fondamentalement la façon dont les tâches professionnelles sont exécutées. Par exemple, ça permet de réaliser des présentations professionnelles, d'interpréter des données complexes grâce à de simples questions posées à l'IA. Il ne vous reste plus qu'à présenter votre travail en envoyant le résultat dans un email personnalisé qui pourrait être généré en plus automatiquement par l'IA. Donc vous me demanderez bientôt pourquoi vous avez passé autant de temps à créer des présentations ou à travailler sur des tableaux Excel auparavant. Alors quels impacts auront toutes ces innovations opérationnelles dans les phases de recrutement notamment ? Alors, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, il va y avoir de nouveaux profils professionnels qui vont apparaître. Ils seront capables tous d'accomplir des tâches avec une précision et une rapidité sans précédent. Ça va repousser toutes les limites, toutes les compétences, toutes les formations et tous les diplômes. Alors les recruteurs, est-ce que eux sont prêts à sélectionner ces nouveaux profils, j'allais dire early adopter, plutôt IA adopter? Bravo, exactement. Je vais faire un message aux recruteurs. Ne soyez pas trop conservateurs. Un candidat qui maîtrise l'IA n'est pas un candidat qui travaille moins, mais un candidat qui travaillera de manière beaucoup plus efficace. Il pourra peut-être accomplir des tâches que vous n'avez même pas envisagé de lui confier. Alors ça, c'est le message aux recruteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux chercheurs d'emploi ? Bonne question également. Message aux chercheurs d'emploi. Ne craignez pas de mentionner l'usage de l'IA. La compétence IA, c'est devenir un IA talent, sera reconnue avec le temps. Comme cela a été le cas pour les early adopters de l'Internet. Intégrer ces compétences dans un CV démontre une familiarité avec la technologie de pointe, et donc c'est essentiel dans le monde professionnel. Donc je recommande à tout le monde d'essayer Copilot pour découvrir à quel point c'est très simple d'obtenir des résultats professionnels, souvent très impressionnants. Restons curieux et engagés pour repousser les limites et redéfinir le futur du travail. Merci Alexandre.
Place maintenant au débat de la semaine. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Ravi de te retrouver, j'allais dire, puisque nous avons été collègues chez Microsoft. D'ailleurs, je t'ai connu en 98. Au 21e siècle. Non, au 20e siècle. Ah oui, non, c'était déjà le siècle dernier. Et tu travaillais avec Jean Martins et tu étais à la communication de Microsoft.com, je crois, à l'époque. J'étais stagiaire, ouais, juste avant de rentrer. J'ai pas osé le dire, merci de le dire. Parce que marketing et commerce sur Internet. Et avec un parcours assez époustouflant, puisque tu as terminé ta carrière chez Microsoft il y a peu de temps en tant que CMO de Microsoft France. Donc merci et bravo pour ce parcours. Et un autre parcours très intéressant qui est celui de Louis. Bonjour Louis. Bonjour à tous, merci pour cet accueil. Alors tu travailles pour une agence qui s'appelle Pastel, mais pas que. Tu es également responsable pédagogique du MBA MCI de Léonard de Vinci, où Alexandre, notre co-animateur, a été également, responsable pédagogique également. C'est un club en fait d'anciens de Léonard de Vinci. Et on est là, et merci Alexandre d'être là aussi aujourd'hui pour parler d'IA et data. En gros, le thème, c'est pas d'IA sans data. Comment la donnée s'impose aujourd'hui comme la matière première de l'intelligence artificielle? Avec une première question, Sébastien, et ensuite, Louis, je te demanderai d'y répondre également. Quels sont les défis aujourd'hui associés à la collecte de grandes quantités de données pour alimenter les systèmes d'intelligence artificielle? C'est une excellente question, et qui est extrêmement large aussi, à l'image du nombre de données qui sont produites, des données structurées et non structurées au niveau planétaire. On estime que d'ici à 2025, les êtres humains, les entreprises auront produit 175 zeta-octets de données. Un zeta-octet, c'est quoi? C'est 10 puissance 21. Donc c'est des chiffres qu'on a du mal à même à modéliser. C'est colossal. Et il est clair que les entreprises qui auront la capacité de pouvoir analyser, travailler, structurer cette donnée, auront un facteur de compétitivité très important. Donc les défis sont extrêmement larges. Et d'abord, cette notion de gestion de volume de la donnée, structurée ou non structurée, comme je disais. Mais avant cela, et là je vais prendre un angle plutôt grande entreprise, ETI grande entreprise, je dirais qu'il y a une notion qui n'est pas forcément technologique. Je vais parler des défis technologiques, il y en a bien sûr. C'est des défis de courage en matière d'entreprise. Sur des approches top-down et bottom-up. En fait, pour avoir des belles applications qui tournent sur de l'IA, pour utiliser des scénarios d'IA classiques ou génératives, quelque chose dont on entend de plus en plus parler, à la base de la base, c'est la qualité de la donnée. Pour avoir de la donnée de qualité, ça passe obligatoirement par quelque chose qui est le décloisonnement de la donnée entre diverses entités. Donc comment j'arrive à travailler dans une entreprise qui est décloisonnée? Casser les fameux silos, quoi. Casser les fameux silos. Et donc, le premier défi sont des défis qui sont stratégiques et de gouvernance au niveau des comités de direction, au niveau des CEO. Je dois avoir une compréhension très très claire, surtout quand je suis une entreprise qui a plusieurs années avec des systèmes anciens, avec des legacy systems, avec des groupes divers et variés et avec énormément d'acquisitions, parce qu'il y a des groupes qui achètent des entreprises, mais qui ont des systèmes de données différents. Donc il y a des boîtes qui se retrouvent avec plusieurs CRM différents, plusieurs bases de données différentes. Donc je construis un data lake, etc. Mais il y a encore des problématiques de communication entre ces données. Et donc il faut avoir les courages de revoir ces organisations, dans certains cas, ces modèles de gouvernance. Et en lien avec ça, moi en tant que patron d'une grande structure, me dire comment, certes, je suis dans une période où je dois faire plus avec moins, parce que tous les budgets sont en tension, hein, on voit tous qu'on est dans un contexte économique qui est plus compliqué que d'habitude, mais comment j'investis mieux? Et donc comment j'investis assez significativement pour décloisonner, pour travailler sur la qualité de ma donnée, en les corrigeant, en les mettant à jour avec des outils qui existent ou avec des êtres humains pour faire ça, ça prend du temps, mais du coup, je dois avoir le courage aussi d'investir. Donc pour moi, c'est un premier défi qui est hyper important, celui-ci. Le deuxième, en lien avec celui-ci, c'est l'être humain dans l'entreprise et le sujet de tout ce qui est, excusez-moi pour les termes anglais, de skilling et de reskilling. À la fois autour des compétences. Formation, de compétences, c'est des nouvelles compétences à acquérir, c'est fondamental. À la fois pour acquérir les bonnes personnes, que ce soit des data scientists de très haut niveau ou des personnes qui ne sont pas forcément data scientists, mais pour donner une culture data, parce qu'ils vont travailler avec de la data. Donc, à la fois, comment j'attire les meilleurs talents dans la gestion de données par rapport à tous ces sujets qui sont très importants, et de l'autre côté, comment
sur ces talents-là ou des personnes qui sont dans l'entreprise, je m'assure de pouvoir les former ou de les accompagner, non pas sur des durées courtes, mais sur des durées relativement longues. Parce que les sujets data, les sujets d'IA, ils ne sont pas immédiats. Alors, il y a plein de use cases qu'on fait en test and learn, enfin en test assez rapidement, mais si on veut faire des vraies stratégies, ça peut prendre quelques années. Et donc, il faut aussi que j'ai des stratégies de rétention des talents et de détection. Et pour moi, c'est un vrai défi en tant que tel, parce que les vrais talents, ils sont chassés sur le marché aussi. Surtout aujourd'hui, surtout à l'ère de l'IA, et de l'IA générative encore plus. Et derrière tout ça, il y a des défis techniques. Donc, je dois investir dans des solutions qui sont d'infrastructures, des solutions cloud, donc je prends des plus gros, que ce soit bien sûr Microsoft, Amazon avec Azure, Amazon avec AWS et Google avec GCP. Il y en a d'autres acteurs qu'on pourrait citer, mais à grande échelle, ce sont les grands. Donc je dois avoir aussi cette capacité à pouvoir intégrer ces solutions, comprendre comment je fais intégrer j'intègre tous ces clouds dans des logiques de multi-cloud. De plus en plus, on n'est pas mono-instance, on est multi-instance. Donc ça apporte de la complexité. Donc il y a des défis technologiques. Comment je gère plusieurs clouds différents de façon efficace et efficiente. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un défi à part entière. Et le dernier, je finirai sur ça, pour ne pas parler trop longtemps, il y a un défi, et ça fait partie de la nature de l'IA depuis qu'elle est apparue, qui est à la fois éthique et de l'ordre de la régulation. Il n'échappe à personne qu'actuellement, il y a l'AI Act qui va arriver. L'AI Act, ça va nécessiter de pouvoir classer ces niveaux d'IA en fonction d'une certaine dangerosité. Donc, c'est quoi une IA qui est dangereuse, qui ne l'est pas? Des critères à établir, des critères qui sont éthiques. Et ensuite, je dois me préoccuper de ça de façon très importante avec mes développeurs, avec mes techniciens, avec mes data scientists. Parce que si je ne fais pas les choses bien, l'impact sur le chiffre d'affaires, il peut être de 4% sur l'ensemble du chiffre. Et puis, potentiellement, je peux être exclu du marché européen. Donc ça, je parle d'IAC, mais il y a aussi la RGPD qui est hyper valide, avec mon Chief Privacy Officer qui doit être hyper bien formé, etc. Mon Chief Privacy Officer, c'est pareil, je dois m'assurer qu'il est toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc il y a un certain nombre de défis, il y en a encore plein d'autres, mais voilà ceux qui me viennent à l'esprit. Merci Sébastien. Alors je retiens les 4 défis. Déjà un défi humain qui est le courage. Courage pour casser les silos notamment. On a un défi au niveau humain qui est, le courage est également un défi, mais le défi humain en tant que RH, au niveau de la formation, tout ce qui est compétences et de la formation sur du temps long, puisque effectivement il y a des outils qui sont régulièrement, qui arrivent sur le marché, il faut pouvoir assurer, j'allais dire, la compétence d'usage, on va dire ça comme ça. Troisième défi qui est un défi technique en investissant dans les bonnes technologies, notamment en ce qui concerne le cloud, que ce soit Azure, AWS ou d'autres. Et enfin, la partie éthique et qualitatif, j'allais dire, mais en tout cas la partie éthique. Ça te donne pas mal de sujets peut-être, oui. Louis, à ajouter peut-être, ou en tout cas des commentaires sur ce que vient de nous dire Sébastien. Sébastien vient de faire un bon panorama, en tout cas de réponse à cette question sur c'est quoi les enjeux data dans l'IA. Moi, je vais dire, en fait, le mot-clé, c'est toujours l'IA. C'est à la fois un accélérateur et un game changer pour les entreprises. Restons sur les grandes entreprises. Sébastien a parlé des entreprises qui font beaucoup d'acquisitions, donc je pense notamment aux assurances, aux mutuelles, voilà, qui récupèrent plein de CRM, plein de data non qualifiées. Et donc ensuite on se dit très bien, ok, on est passé de 10 000 à 50 000 clients, on a des logiciels, des bases de données en veux-tu en voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et il a tout à fait raison sur la data de qualité. Mais est-ce que finalement le game changer c'est pas l'IA? Est-ce que ce qu'on n'était pas capable de faire avant, c'est-à-dire en gros on devait recruter, oulala, il faut que je recrute 10 data scientists pour réussir à faire un bon data lake et j'ai la data de qualité, est-ce que finalement c'est pas l'IA qui va nous permettre de faire ça? Est-ce que c'est pas ça qui, justement, tu parlais de courage très justement Sébastien, est-ce que c'est pas ça justement qui devrait être dans la tête des dirigeants et des dirigeantes et de se dire, ok, en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas juste s'accélérer, c'est qu'en fait on va tout transformer. C'est ça la rupture. Enfin, pour moi, ce que représente l'IA, c'est une technologie de rupture au sens strict du terme, qui est que ça remet tout à zéro. On en parlera un petit peu plus tard sur l'enjeu pour les petites entreprises, les TPE. Mais en fait, les enjeux, ils sont exactement les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça dépend bien sûr du courage, ça dépend de la capacité de décision. Et derrière, il y a plein d'impacts. Donc tout ce dont a parlé Sébastien, que ce soit l'impact humain, notamment de formation, d'acquisition de compétences, mais pas forcément des compétences de data scientist, pas forcément derrière du machine learning. C'est plutôt comment on apprend à utiliser l'IA, comment on apprend à interagir avec l'IA, comment l'IA va venir
enrichir et augmenter mon travail quotidien aujourd'hui. Je ramène à cette étude du BCG très décriée, mais qu'elle mérite en tout cas de poser les termes, et de dire que le BCG a calculé qu'en moyenne pour ses consultants, il y avait entre 30 et 50% de gains de temps en utilisant les IA. Waouh! J'en fais quoi de ces 30 à 50%? Alors ok, ça c'est un raisonnement individuel, mais il se trouve que j'ai peut-être 2000, 5000, 10 000 personnes, collaborateurs, qui vont se retrouver dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'en fais? Quels sont les choix que je fais? Est-ce que ça fait partie du fameux courage dont parlait Sébastien? Complètement. Moi, j'aime beaucoup ce mot employé par Sébastien, et on ne s'est pas concerté en plus avant. Donc, je pense que c'est effectivement une notion de courage. Et pour revenir vers la data, parce que c'était quand même ça le sujet initial, en fait, dans la digitalisation, la transformation digitale des entreprises, il y avait un peu ce cursus honorum. On se dit, alors l'étape 1, effectivement, on va se demander où est la data. L'étape 2, alors est-ce que je suis data-centric ou data-driven? Je sais pas, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que l'IA, elle raccourcit toutes ces étapes, et c'est plus je vais suivre le petit guide de la digitalisation, c'est que je vais peut-être suivre une étape qui est comment j'intègre de l'IA et comment j'associe l'IA à tous mes process de décision et d'organisation. C'est pas facile parce que derrière il y a plein d'autres questions qui n'ont pas été, qu'on va peut-être évoquer après, mais que vous pouvez soulever en discutant aussi. Oui, non, possible. Mais que tu as suggéré, qui était notamment lié à l'IA Act, à la RGPD et sur le fait qu'il y a bien sûr, on dit que la data c'est l'or noir, donc c'est très précieux pour une entreprise. C'est forcément si, on va dire, je la confie à une IA. Quelles sont les garanties que j'ai qu'elles n'iront pas chez le concurrent? Ouais. Merci beaucoup, Louis. Alors, Alexandre, je t'ai vu réagir pas mal à ce que disaient Sébastien, Louis, notamment sur les aspects autour de la formation, le temps long. Alors, peut-être que ta relance ne sera pas sur ce sujet-là, mais en tout cas, je t'ai vu réagir. Si, mais tu as bien noté la problématique. Moi, j'ai l'impression que surtout l'IA nous apporte quelque chose de nouveau. Au-delà du courage qu'on doit avoir peut-être pour l'utiliser, c'est de la simplicité. Quoi de plus simple? Maintenant, qu'est-ce qui est plus simple que d'utiliser une IA en lui parlant? Avant, il fallait apprendre à utiliser des logiciels, comprendre quelles étaient les sorties de ces logiciels. Maintenant, on a une expérience très différente avec un prompt, c'est ça qu'on utilise comme mot. On arrive à faire peut-être parler des datas qu'on ne pouvait pas faire. Donc ça donne un accès à cette data quasiment à tout le monde. Et il y a peut-être besoin de moins de temps qu'avant justement pour maîtriser cette data simplement en lui parlant. D'ailleurs, c'est bizarre de parler avec de la data, mais on peut le faire aujourd'hui. Qu'en penses-tu je vais revenir sur ça parce que Sébastien. sur ce sujet-là, en fait, le premier réflexe qu'on va se dire, c'est que on va s'entraîner, on va interagir avec un agent conversationnel. Le premier étant, depuis le 30 novembre 2022, ChatGPT. C'est un premier réflexe qu'on peut avoir. Super. Mais c'est dangereux en entreprise de faire ça. Et donc, comment je m'arrange pour gérer la complexité qu'il peut y avoir dans les entreprises pour rendre les choses simples? Pourquoi? Parce que sinon, si je fais ça, si j'utilise ChatGPT avec mes collaborateurs, etc., j'expose mon entreprise a des risques de sécurité. J'entraîne les modèles de mes copains et il y a déjà 20% des collaborateurs qui ont utilisé ChatGPT dans l'entreprise et ça commence à poser des problèmes. Il y a des versions sécurisées quand même qui existent, notamment avec Microsoft. C'est pour ça que je disais comment je gère la complexité pour rendre les choses simples. Et dans ce contexte-là, effectivement, si je prends Azure OpenAI, où je peux sacraliser un dataset, un ensemble de données pour pouvoir travailler sur ma donnée, je vais pouvoir le faire sur un sujet spécifique. Et là, ça va être plutôt simple pour le collaborateur de le tester. Mais d'abord, il faut que, en lien avec mon équipe technique, ma direction data, marketing, etc., en fonction qu'on crée les conditions pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pas forcément si simple que ça. Non, et justement, on revient au sujet de tout à l'heure, c'est que dans mes sujets de gouvernance, je vais investir sur ces sujets. Et pour venir sur ton point, ça commence. Et il estimait, je lisais cet article d'Emmanuel Vivier du Hub, qui indiquait que, grosso modo, d'ici 18 mois, moi je dirais 18 à 36 mois, quasiment tout le CAC 40 et bonne partie du SBF 120 aura développé ses propres GPT. Avec basé sur des LLM assez spécifiques en tant que tel. De l'open source parfois. De l'open source parfois. Et effectivement, quand on va... Ça se fait sur un temps qui est pas immédiat, une certaine complexité. Et une fois qu'on a ça, là, on commence à avoir un vrai facteur de différenciation dans l'assurance, dans le retail, d'autres secteurs, qui est important. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais avec un préambule qui va être quand même de création des conditions pour pouvoir le faire bien dans l'entreprise. Et si je peux rebondir, parce que en fait, c'est... je pense que là, voilà, la distinction, elle est précisément sur ce que vous évoquez tous les deux. Quand on pense IA, quand on parle IA, on parle tout de suite IA générative, et puis forcément, on a tout de suite ChatGPT qui apparaît. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Là, ce dont on parle sur IA et data, c'est plutôt
de comment on va intégrer des IA au sein des entreprises et on va en faire peut-être le cœur, si ce n'est le pilote de son entreprise. C'est ce que ChatGPT propose avec les ChatGPTs. Vous savez, ces versions, on va dire, fermées et autonomes de ChatGPT. En gros, qu'est-ce que c'est un ChatGPT? C'est un enfant qui attend qu'on lui donne à manger. Voilà. Et puis il va grandir en fonction de ce qu'on lui donne à manger. Donc qu'est-ce qu'on lui donne à manger? De la data, sa propre data. Les IA génératives, en tout cas, si c'est pour dire on va mettre de l'IA dans nos emails pour aider nos collaborateurs à mieux rédiger leurs emails, pardon, mais pour moi, ça c'est très esthétique. C'est super, c'est très bien, je vais gagner du temps, au lieu de passer 1 heure à faire mon mail, je vais peut-être passer 15 minutes, ok, mais c'est pas ça qui est le game changer dont on parlait tout à l'heure. Le game changer, c'est je suis un assureur, pardon, on est sur l'exemple assureur, mais je suis un assureur, et en fait, tout ce qu'aujourd'hui font les actuaires, qui est par exemple la prévisibilité, à horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on peut prévoir quel sera le taux, je sais pas, d'incendie, d'accident voiture, etc., etc., etc. Aujourd'hui, vous avez des équipes de spécialistes, de data scientists, d'actuaires qui font ça. Peut-être qu'en fait, on a une IA maison qui va être en mesure de faire ça. Mais toutes les informations qu'elle va me donner, mais elles vont absolument tout changer dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit aux mains de peut-être une dizaine de personnes qui vont bien garder tout ça parce que c'est leur trésor, en fait, ça sera peut-être accessible à votre agent d'assurance qui sera à Marmande, pardon, je pense à Marmande, et qui pourra avoir accès directement à ça. Ça me fait penser à une révolution qui a quelques années déjà, qui s'appelle les robots advisors dans la bourse. Ça serait intéressant d'interroger des courtiers et de dire, ok, en fait, en 10 ans, comment ils ont vu arriver ces robots advisors et comment ils ont changé leur métier. Le métier de courtier n'a pas disparu. Simplement, il s'est transformé. C'est exactement la même chose avec l'IA. Sébastien rebondit sur lui, et après il faut que je passe à la prochaine question. Je te rebondir sur ton point et sur la notion de simplicité évoquée par Alexandre et de sécurité. Et donc là, je prends ma casquette ex-Microsoft et des solutions qui ont été développées et qui se développent. Je pense à Microsoft Copilot. Quand j'utilise Copilot sur Microsoft Teams, par exemple, suite à, par exemple, un Teams call qu'on aurait tous ensemble, et que de façon assez simple, je peux avoir un résumé de tout ce qu'on s'est dit, et que je peux interroger l'ensemble de notre conversation pour en faire une synthèse et des actions de suivi, c'est une simplification extraordinaire. Et le dispatcher aux bonnes personnes automatiquement. Automatiquement. Et là, ça a été fait dans des bonnes conditions de sécurité, et c'est fantastique. Et c'est vrai que là, cette notion de simplicité est juste extraordinaire. Merci Sébastien, merci Louis. Il y a un mot, Sébastien, et je te laisse la parole, que tu as prononcé, c'est le mot qualité. Et justement, avoir de la data, c'est super. D'ailleurs, même le terme de big data est devenu très old school parce qu'on a très bien compris qu'avoir énormément de data, en l'occurrence, ça ne servait pas à grand-chose si elle n'était pas, en tout cas, de qualité. Alors, ma seconde question, c'est comment assurer la qualité et la représentativité des données utilisées pour entraîner les IA. Sébastien, ensuite Louis. Alors, c'est une vaste question, mais... Bon courage. Il y a un travail assez large des données, alors quand elles sont structurées, d'étiquetage des données, de formatage de ces données, en lien avec les stratégies qui vont être définies, en lien avec des taxonomies qui sont transversales et communes. Quelle est la bonne taxonomie data? Comment je les norme bien? Comment je les nettoie? Et donc là, il y a des outils qui permettent de le faire. Avec Azure, on peut faire ce genre de choses, mais également avec des êtres humains. Et c'est super important de le faire et d'investir sur ces sujets-là pour avoir cette donnée de qualité. Ensuite, il y a le fait d'établir des vraies stratégies de collecte de données en first party data avec des champs qui sont très très bien définis. Et aujourd'hui, la first party data, c'est le nerf de la guerre. C'est absolument essentiel. Donc, quelles sont toutes mes stratégies pour bien la collecter et bien la traiter en lien avec ces formats dont j'ai parlé qui sont super importants. Et ensuite, en lien avec ça, je peux me dire que quand je vais établir un modèle d'IA, Alexandre revient souvent sur ce sujet, il est hyper important d'être très clair sur les objectifs de mon modèle. C'est-à-dire, mon ensemble de données, par un anglais de dataset, il va servir à quoi? Pour faire quoi? Quel objectif que je me fixe? Être très très clair sur ce que je veux en faire et comment je calibre mieux ma donnée en fonction de l'objectif que j'ai. Parce que des fois, on n'est pas si clair que ça sur l'objectif et donc on n'a pas forcément le bon référentiel de données, on n'a pas forcément préparé son référentiel comme il le faudrait. Et puis de faire des tests, des vérifications. Je vais prendre par exemple, si je suis dans le domaine de la finance et que je dois faire un système dataset financier pour prédire des résultats financières, je dois analyser s'il y a des anomalies. Parce que des fois, il y a des données qui ont été pas forcément bien rentrées à l'intérieur. Et donc,
quelles sont les analyses d'anomalies suite à des reportings qui n'étaient pas forcément les bons, soit des problèmes d'entrée manuelle, etc. pour le faire. Et ensuite de réinjecter encore de la donnée à l'intérieur pour voir si mon modèle tient la route et de le tester en continu. Merci Sébastien. Louis, sur le fait d'assurer la qualité et la représentativité des données utilisées par entraîner les IA, tu disais bon courage à Sébastien, s'en est plutôt bien sorti. Ah, il s'en est... non, mais t'as raison Michel, et bravo Sébastien, parce qu'il s'en est bien sorti, parce que déjà on pourrait faire une émission entière et même plus sur le sujet. Mais je vous inviterai, vous inquiétez pas. Et non mais... peut-être que le fil que je vais tirer dans ce que tu viens de dire, c'est quoi l'objectif de tout ça? Voilà. Oui, d'accord, je suis Deliveroo, je suis Uber Eats. Ouais, là c'est clé. C'est clé pourquoi? Parce qu'en fait j'ai besoin de savoir quels sont les types de produits, les types de cuisine les plus cuisinés, les plus commandés, à quelle heure. Parce que en fait je vais avoir derrière un modèle prédictif qui va absolument gérer tout. Gérer quoi? Mes livreurs, mes restaurants, etc., etc. Donc là oui, là je suis obligé d'avoir un dataset, un jeu de données qui est le plus nettoyé, le plus propre possible. Et derrière, peut-être que je vais effectivement greffer une IA qui va m'aider à pouvoir simplifier l'analyse. Mais peut-être aussi, et ça va plaire à Sébastien, à Alexandre. Ça va plaire à Sébastien. Ça va plaire à Alexandre. Peut-être qu'en fait, c'est l'IA qui va me permettre de pouvoir nettoyer ce dataset. En fait, c'est ça. C'est que l'IA, c'est pas juste... Tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'enfant. À qui on effectivement va donner à manger. Mais il se trouve que l'enfant, non seulement il apprend de lui-même, et ensuite derrière il va être capable de répondre et de me dire attention, non, en fait là ce que tu me donnes à manger c'est pas bon. Il faudrait peut-être que tu fasses ça. D'ailleurs, si tu veux, je peux te le faire. Est-ce que tu es d'accord pour que je le fasse? Et bien la data c'est exactement la même chose. Capricieux mais coopératif. Ah oui, exactement. Non mais bien sûr, on sait que l'humain est faillible et l'idée c'est pas de comparer humain et IA, c'est plutôt de trouver comment on va pouvoir collaborer et comment on peut équilibrer l'ensemble. Avec la data, c'est la même chose. Oui, je vais lui donner des Excel, des bases de données SQL qui seront lacunaires parce qu'il manquera des données ou elles auront été mal renseignées, etc. Moi, je pense que en fait l'IA, ce qu'elle va être capable de faire, ce qu'elle est déjà capable de faire aujourd'hui, mais bon, ça va tellement vite, c'est de dire attention, en fait là, ce que tu m'as donné là, ça colle pas avec le reste. C'est bizarre. Des choses. Est-ce que tu veux que j'aille te les chercher? Exactement. Merci Louis. Alors justement, je te laisse la parole Alexandre. Tu commentais ce que venait de dire Louis. Est-ce que tout ce que vient de nous dire Louis et Sébastien, est-ce que ça évoque des choses chez toi? Alors moi je suis d'accord avec les deux propos qui ont été tenus là. Bien sûr, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on donne des informations même en vrac à une IA, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle nous les remet dans l'ordre. Donc on se dit que même sur de la grande donnée, sur des données beaucoup plus importantes, c'est exactement ce qui va pouvoir se passer. Donc s'il nous manque des informations, elle va nous dire il manque des informations, veux-tu que j'aille les chercher pour toi? Si on a l'autorisation d'aller les chercher, on les récupérera. Et elle pourra me dire si tu veux je peux les créer parce que je peux prévoir quel type d'informations il faudra avoir. Donc ça c'est encore dans le domaine de la simplification, ce qui est génial, ce qui est un peu magique, tout le monde parle de ce mot-là avec l'IA. C'est justement cette simplification, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle, même sur des choses qui étaient totalement inaccessible et très complète jusqu'à maintenant. Donc, vous voulez réagir là-dessus? Ouais, je suis complètement en face. Je rajouterais juste un élément quand même qui est à prendre en compte, c'est l'IA et l'humain. C'est l'humain augmenté grâce à l'IA dans un contexte où typiquement sur ces sujets, l'IA permettra de corriger la qualité de la donnée à terme, mais on a encore besoin d'intervention humaine, notamment avec la définition de principes de gestion des biais. Oui. Je vais prendre deux exemples. La Microsoft a beaucoup appris et aujourd'hui est devenu un leader incontesté dans ce domaine-là, mais en 2016, là on a appris, Microsoft a lancé une grande expérimentation avec un bot basé que sur des données sur Twitter. Donc elles étaient anonymisées, mais sans retraitement spécifique de ce qui était dans Twitter. Et en fait, ça a reflété un certain état d'esprit. Et ce bot, qui est un agent conversationnel basé sur ces données Twitter, est devenu extrêmement raciste. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté d'utiliser Twitter, d'ailleurs. Mais non, justement. Et X alors. Oui, il y a une expérience. Il y a une expérience qui a été faite. On a vu où était le problème et il a été résolu. Ça n'existe plus aujourd'hui. Tu ne peux pas parler avec une IA et tenir des propos qui ne correspondent pas à ce qu'on a envie d'entendre. Il y a beaucoup d'êtres humains, justement, qui ont entraîné, interagi avec les modèles pour prémunir des problèmes de copyright, de propos indécents, etc. Mais tu es d'accord que ce problème existe quasiment plus? Mais il nécessite encore... Là, je disais que je suis d'accord avec ce que tu disais, mais des IA qui pourront corriger tout ça... Pas encore, mais ça va arriver. C'est pas ce que tu vois. Voilà, il y en a encore besoin des êtres humains bien sûr, pour contrôler. Et pour contrôler.
Et je prends encore un autre exemple qui est assez ancien aussi, mais qui est intéressant. C'était sur Amazon, le processus de recrutement. Ils se sont basés sur des milliers de CV reçus pour détecter les meilleurs candidats. Et au final, ils se sont aperçus. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, mais qu'il y avait quand même un biais sur plutôt des profils plutôt caucasiens, masculins, etc. Mais ces mauvaises expériences, justement, elles ont permis de s'améliorer. Aboutissent aujourd'hui à des IA qui sont nettement plus éthiques, nettement plus. Alors, droit de réponse, même si c'est pas le nom de l'émission. Droit de réponse. Non, mais je précise que ce que je disais effectivement sur l'IA qui peut être la solution justement à la collecte de data de qualité, c'était uniquement sur ces data first party. Donc, tu as employé l'expression, on rappelle juste ce que c'est, les data de première main, c'est mes propres data à moi. Voilà, c'est ce que je génère moi dans le cadre de mon activité. C'était pas sur les biais. Et donc là, on pourrait effectivement faire toute l'émission sur l'aspect éthique, mais c'est pas l'objet ici. Donc voilà, droit de réponse effectué. Alors on en arrive à notre dernière question, mais pour moi c'est une question cruciale puisque on a beaucoup parlé des grandes organisations, des grandes entreprises, mais en gros la magie de l'IA c'est que les solo-entrepreneurs que nous sommes autour de cette table, on a vu quand même notre activité fortement progresser d'un point de vue de la productivité, d'un point de vue aussi de la créativité, puisque ça génère un certain nombre d'idées. Cette IA, donc elle est vraiment très intéressante de ce côté-là. Mais il y a une question qui se pose, c'est comment les petites entreprises peuvent-elles, elles aussi, rivaliser avec les grandes entreprises qui, elles, ont un accès beaucoup plus large à plus de données. Sébastien. Alors... est-ce qu'elles peuvent ? Cette question est passionnante et je le vis aujourd'hui puisque maintenant je suis entrepreneur. Il y a un avantage énorme entre une PME et une grande entreprise. La PME, par nature, elle est agile. Elle a un très très fort niveau d'agilité. Et donc, quand il s'agit de prendre des orientations de création d'un nouveau produit, de renforcer un produit spécifique, en lien avec ces données, elle pourra le faire de façon beaucoup plus rapide. Et ça, je crois que c'est un facteur différenciant parce que dans un grand groupe, notamment des groupes cotés, il y a des niveaux, il y a un sujet qui s'invite dans tous les groupes cotés, quels qu'ils soient et non cotés, qui est la compliance, qui est énorme. Et il faut être absolument respectueux de tous ces éléments-là, mais qui peut avoir dans certains cas un impact sur l'agilité. Les petites entreprises respectent absolument toutes les réglementations également en vigueur, mais elles sont quand même plus agiles. Donc je pense que c'est un premier facteur. Ensuite, ce qui est intéressant, le deuxième point, donc agilité, et deuxième point, c'est qu'elles peuvent avoir tous les outils d'une grande aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas auparavant. Avec le cloud computing, pour des termes entre guillemets techniques, je pense que les personnes qui nous regardent connaissent, avec le platform as a service ou le software as a service, on a accès à des outils extraordinaires qu'on peut passer, là je prends un terme financier, en OPEX, donc sous forme d'abonnement. Donc ça ne va pas non plus avoir un impact énorme sur ma trésorerie. Je peux avoir des outils. 25 € par mois, ça va. 25 € par mois. Microsoft Copilot, on en parlait tout à l'heure. On peut se l'offrir et ça apporte des choses qui sont extraordinaires. Ou même à 200 € au grand maximum et encore. D'Adobe, de Salesforce, de Google. Il y a des offres qui sont extraordinaires. Et là, et avant de laisser la parole, moi je suis jugé parti parce que j'ai décidé de prendre une participation dans cette entreprise. Je trouve génial pour des petites entreprises et grandes entreprises. J'ai découvert une entreprise qui s'appelle Human Linkers. Human Linkers, c'est extraordinaire ce qu'elle permet de faire pour des PME, des belles PME, des ETI ou plus. Parce que ça permet de faire, lié à la data, un certain nombre de choses qui sont assez surprenantes. Je suis, moi, avec mon entreprise, en recherche de nouvelles opportunités. Je fais un événement, je veux savoir quelles sont les personnes que je veux inviter, etc. Avec un Human Linker, moi, avec ma petite taille, je peux définir quels sont les segments, les industries qui m'intéressent, les rôles qui m'intéressent. Dans ces rôles-là, je vais déterminer ceux que je veux engager. Et là, je ne sais pas si vous connaissez les modèles comportementaux comme DISC. Donc, c'est des modèles de couleurs. En fonction des couleurs, on est plutôt engagé, un certain nombre de choses. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça va me donner, en lien avec ce que j'ai posté sur LinkedIn, une analyse précise de mes traits comportementaux et de mon mode de fonctionnement psychologique. C'est super bien fait. Et en lien avec ça, ça va me permettre d'avoir un icebreaker sur LinkedIn, de répondre à un commentaire, de proposer un email. Et l'email, il est réalisé en fonction des valeurs de l'entreprise, de ma mission, de ce que j'offre. Donc, il est spécialement tuné. Et comme ça va creuser le profil LinkedIn, il va trouver l'icebreaker qui va bien pour pouvoir engager. Ça, c'est un élément. Et il y a des taux de transfo qui sont fantastiques. Une petite entreprise peut s'offrir. Et également, ce que je trouve génial, c'est que de plus en plus dans le développement de comptes, on parle de power mapping, donc d'identifier les contacts clés. Donc là, ça peut m'identifier un certain de contacts en lien avec des cycles de vente B2B qui ne sont pas forcément évidents, mais que je peux avoir en B2B. Et le dernier point, du coup, comme
ce type d'entreprise a accès à des données très très larges, ça peut me permettre d'avoir accès à des leads qui sont prédéfinis, préqualifiés, prêts à être contactés, et synchronisés avec mon CRM, même si ce n'est pas encore dans mon CRM. Et donc j'ai la donnée de qualité que je vais pouvoir, si j'active ce type de service avec les bons dispositifs d'insight de commerciaux sédentaires ou non, activer pour être plus efficace dans mes ventes. Mais ça, c'était absolument impensable il y a 2-3 ans. Non, c'est clair. Aujourd'hui, c'est activable et ça me permet de déployer potentiellement mon entreprise au niveau mondial si je le souhaite. Merci. Voilà, c'est un exemple. Merci Sébastien. Grâce à l'IA. Mais absolument. Sans l'IA, ce serait impossible depuis... ouais. Merci Sébastien. Alors, on vient de comprendre qu'en fait, les petites entreprises ont un super coup à jouer parce qu'elles sont plus agiles, rapides, et qu'aujourd'hui, l'accès à ces différentes technologies les plus avancées possibles est extrêmement peu coûteux via ces abonnements dont on en parlait par mois. Sur cette base-là, Louis, comment toi, tu vois les entreprises rivaliser avec les grandes, les petites entreprises rivaliser avec les grandes, qui... pour le coup, les grandes entreprises ont un accès plus large aux données. On a évoqué LinkedIn. Ouais. Non, mais voilà. Je trouve que le cas d'usage marketing, prospection commerciale que vient de donner Sébastien est très juste parce qu'en tout cas, c'est celui que si on a des entrepreneurs, en tout cas des gérants et des gérantes de petites entreprises comprendront très facilement parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre. Donc je ne vais pas répéter la même chose. Juste la dichotomie traditionnelle qui est de dire petite versus grande entreprise, en fait, on sait très bien qu'elle n'est pas vraie. Puisqu'on a plutôt l'exemple de la baleine avec tout l'écosystème autour, voilà, c'est qu'on a plutôt plein de petites entreprises qui vivent à côté et grâce aux grandes. Donc la question de l'IA, ça a été dit lors d'une présente émission, parce que je vous regarde, c'est qu'en fait, l'arrivée de l'IA, elle est complètement indolore. Elle est indolore parce que, en fait, tu parlais des logiciels, du SaaS, en fait, l'IA est intégrée dans des logiciels et dans des outils qu'on utilise déjà aujourd'hui. C'est le cas de LinkedIn. Tu vois, LinkedIn Sales Navigator. Alors bon, effectivement, tu nous donnes l'exemple à côté, on va dire, d'une boîte qui a développé un service en plus, mais ça va très vite arriver. Et donc, en fait, le fait qu'on soit, on va dire, augmenté et boosté à l'IA dans tous nos outils digitaux, bon, c'est indolore et c'est formidable. Voilà, ça c'est mon côté verre à moitié vide, à moitié plein. Je préfère le voir à moitié plein de ce côté-là, en tout cas. Maintenant, interrogeons-nous pour reboucler avec la première question sur en fait qu'est-ce que l'IA, si j'intègre de l'IA dans mon business, dans mon entreprise, qu'est-ce que ça peut vraiment changer et pourquoi, quels objectifs j'ai envie d'avoir. Bien sûr, il y a l'aspect marketing, mais il y a aussi dans toutes les tâches que je peux identifier dans ce que fait mon entreprise, dans l'activité de mon entreprise, qu'est-ce que je peux IAiser. Et une fois que j'ai répondu, c'est un peu quand on fait un bilan de compétences soi-même. Vous savez, au bilan de compétences, on se fait ok, c'est quoi mes atouts, c'est quoi mes inconvénients, qu'est-ce que je sais bien faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais moins bien faire. Mais en fait, on fait exactement la même chose avec l'IA. Et une fois qu'on a posé ça sur un papier, sur un Word si vous voulez, eh bien, on peut trouver les solutions techniques, technologiques qui peuvent peut-être réussir à y répondre. Et c'est quoi ? C'est une question de transformation digitale. Donc en fait, l'IA, c'est encore une fois un accélérateur, un game changer dans la transformation digitale. Ça fait peut-être 15 ans que je me mets des œillères en me disant non, pas le digital, pas le digital, pas le digital. Et bien en fait, l'IA, c'est ce qui va peut-être tirer les doigts en me disant tu vas voir, ça va aller peut-être beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement que ce que tu pensais. Merci Louis. Alexandre. Alors j'en rebondirai aussi sur ce que disait peut-être Sébastien tout à l'heure. Là, il peut y avoir un problème humain aussi, parce qu'évidemment, si il y a des tâches qui sont remplacées, on imagine qu'il y a des humains qui vont être remplacés. Donc dans une petite boîte où il y a déjà pas beaucoup de monde, le patron peut se retrouver tout seul. Donc c'est une des vraies questions aussi qu'on va se poser. Comment on organise le travail, puisqu'il va y avoir de nouvelles tâches. Donc moi, ce que je crois, ce qui va être intéressant, je vais bien ton avis et ton avis aussi, Louis, c'est comment on va répartir le nouveau gain de temps sur le travail, parce que toute cette économie de temps qu'on fait, elle sert pas juste à aller à la plage, elle sert à faire peut-être de nouvelles tâches ou aller voir plus ses clients ou faire en tout cas des choses différentes. Comment tu vois les choses par rapport à la différence de cet apport pour les PMI ou même pour les grands groupes? Ça sera pareil. C'est un très 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 vaste sujet. Mais qu'il faut répondre assez rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Non, je me dis, non, c'est juste des questions. Je me dis quand je vois ce qui se passe, par exemple, dans des villes où le coût de la vie est extrêmement élevé, comme à New York, typiquement, où c'est difficile d'avoir du personnel qu'on va payer pas très cher parce qu'il ne peut pas rester sur place, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'automatise mes processus d'interaction avec mes clients dans des restaurants, par exemple, avec des personnes qui se trouvent aux Philippines, avec des speakerines qui travaillent de là-bas. Et des agents type avatar conversationnels qui sont ce type-là. On voit que Los Angeles, à New York ou à San Francisco, il commence à y avoir des restaurants qui servent des burgers de façon 100% automatisée avec des robots. Et donc, c'est grâce à l'IA, à nouveau. Des pizzas aussi. Des pizzas. Et il y a encore plein de choses. Des pizzas. Bien joué. Voilà.
Et donc, ça ouvre beaucoup de questions sur les évolutions futures. Merci Sébastien Louis. Moi, je me mouille. Je pense que si on va dans un objectif purement capitaliste, productiviste, de se dire ok, en fait, grâce à l'IA, on va augmenter à fond notre productivité. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps dégagé, en fait, on va par collaborateur de son entreprise, on va l'affecter pour faire encore plus de productivité. Je pense qu'on va dans le mur. Voilà. D'emblée. En tout cas, je pense que les organisations et peut-être même la société va dans le mur. En revanche, si on se dit ok, en fait, on a atteint, on définit un objectif moyen de productivité qu'on atteint grâce à l'IA, qu'on augmente peut-être aussi le confort des collaborateurs, qu'on se dit ok, enfin, on va se mettre vraiment dans l'optique de traiter le bien-être des collaborateurs, vraiment, hein. Pas juste on va mettre des baby-foot et on va faire des team building, hein. Tu parlais de garder les talents tout à l'heure, Voilà. c'est ça, C'est hyper important. Et tout à l'heure je parlais de bilan de compétences, mais il y a peut-être ça aussi, c'est se dire en fait qu'est-ce que j'aime faire, et en fait comment ce que j'aime faire peut venir servir le projet collectif qui est celui de l'entreprise. Alors ça peut paraître utopiste, c'est plutôt une question pour les grandes organisations, on l'a un petit peu moins sur les petites entreprises. En tout cas moi dans mon agence, on est un peu plus d'une dizaine, on l'a moins cette question parce que par définition on est heureux parce qu'on est petit, je plaisante, et évidemment... Small is beautiful. Voilà. Mais pour et donc agile. Mais pour revenir de manière un peu plus sérieuse à notre question, je pense que là, l'IA, en fait, ça vient soulever le tapis. Et donc là, on voit toute la poussière qu'on avait glissée sous le tapis. Et en fait, on est obligé de la traiter aujourd'hui, cette donnée. Voilà, c'est une donnée qu'on a en face de nous. Et c'est pas uniquement se dire, ok, comment on va optimiser le travail de nos collaborateurs grâce à l'IA. C'est en fait, qu'est-ce que l'IA va changer dans nos sociétés pour le pire et surtout pour le meilleur. Est-ce que l'IA est au service de la décroissance ? Nous n'allons pas y répondre tout de suite. Je parle juste par rapport à cette question autour de la productivité où tu disais que si c'est que pour la productivité, la société va dans le mur. C'est une vaste question qui peut générer... mais je serais ravi de vous inviter à nouveau pour discuter de l'ensemble de ces points. C'est pas pour rien que ça s'appelle The Artificial Intelligence Society. Donc merci. On parle effectivement de l'amélioration au sein des entreprises, mais également de l'amélioration des relations des uns et des autres dans la société que nous composons. Sur la fin, pour les entreprises, je dirais qu'il y a deux choses que je voulais partager. Un, je pense que j'ai une conviction, c'est que le Chief Data Officer doit être invité au comité de direction des entreprises. Ça, c'est... Et cette conviction-là, on n'en voit pas encore beaucoup. Il ne l'est pas encore pour l'instant. Pas beaucoup. Et je pense que de plus en plus, avec les modèles de GPT qui vont se développer, il va falloir des Chief Data Officers au COMEX avec un très très fort niveau de diplomatie. Et il y aura aussi une IA au COMEX. Et il y aura aussi une IA au COMEX. Le deuxième point, on a la chance d'avoir des formations extraordinaires en France. MCI, on est ouvert, il y a aussi MBDMB, Albert School. On a des choses incroyables et on a la chance aussi d'être dans un pays. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été annoncés en France sur l'IA et on a un terreau, je pense, très propice à avoir de nouveaux usages dans ce domaine. Merci parce que tu nous fais une sorte de teasing pour une prochaine émission qui sera dédiée justement sur les formations dédiées à l'IA en France. Et en tous les cas, merci de nous avoir formés aujourd'hui grâce à vos connaissances et à votre observation de l'évolution du marché grâce à l'IA. Et je vous dis donc à très bientôt sur le plateau de The Artificial Intelligence Society. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci. C'est Alexandre. Merci les amis. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à la data comme matière première de l'IA, un programme accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Et merci également à Affect Media, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, notre solution et votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'École du journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.